Bonsoir mesdames et messieurs, nos fidèles auditeurs. Nous remercions chaleureusement monsieur Michel de Ranlor qui a accepté de faire une conférence prévue plus tardivement dans le calendrier en remplacement de celle de notre ami Michel Boivin. Avant tout, comme la plupart des professeurs de lettres, Michel est un lecteur invétéré qui aime toujours nos grands auteurs tels que Chateaubriand, Balzac, Victor Hugo, un de ses préférés, m'a-t-il confié, Giono, entre autres, mais aussi quelques-uns de nos contemporains, me citant Eknoz, par exemple. Eknoz. C'est également un passionné de théâtre, rejoignant par exemple chaque été Avignon avec son épouse. C'est du reste à l'Assemblée Générale de la Cerise sur le Plateau que nous nous sommes rencontrés et avons parlé entre collègues de littérature. Michel m'a alors parlé d'Alphonse Lemaire, que j'avoue ne pas connaître à ce moment-là, puis des Parnassiens, ce qui aussitôt m'a rappelé le comte de Lille, Copé, Hérédia, etc., et une bouffée de poésie ce soir-là. Habitant notre territoire, notre conférencier est aussi un membre actif du Cercle d'Histoire de Coutances et du Cotentin et l'un des responsables de l'excellente revue du CHCC, Virido Vix, dans laquelle il a publié un article complet à propos d'Alphonse Lemaire. Et à la fin de la soirée, vous pourrez du reste vous procurer cette revue. Je me permets d'ajouter une demande de Michel. Si l'un d'entre vous possédait des documents photographiques tels que des cartes postales de cette colonie des enfants de Ville d'Avray, créée par Alphonse Lemaire, merci de lui en faire part. La parole est à Michel. Merci. Peut-être que ça devrait s'afficher. Ah bah si, c'est affiché. Donc Alphonse Lemaire, tel qu'il apparaissait campé, soit en proconsul romain ou en toucheur de bœuf, ça donne une idée des différentes facettes de ce personnage. Mais le toucheur de bœuf qu'il aurait pu devenir, faute de devenir proconsul, va vite quitter Canizy pour acheter à Paris une librairie qui allait devenir une maison d'édition et connaître un grand succès. La Manche peut s'honorer depuis le XVIe siècle au moins, depuis les Gourmonds, d'avoir fourni nombre d'éditeurs et de libraires, de bouquinistes et autres marchands d'estampes. Ce n'est pas ici qu'on va rappeler ceux de Blainville. Au XIXe siècle se détachent particulièrement les noms des frères Garnier, de Quétreville ou Lingreville, et celui d'Alphonse Lemaire, dont je vous propose de suivre la réussite et le parcours selon le plan affiché. Tout commence donc à Canizy, au hameau de Montmireil, où il naît en 1838 dans la ferme d'une famille, une famille sans doute plutôt aisée. Il est l'avant-dernier des 9 enfants et il va rester fidèle à ce lieu puisqu'il y fera bâtir en 1890 une maison imposante qui sera connue comme le château Lemaire ou le château de Montmireil. Peu de précisions sur son enfance, école primaire à Canizy, leçons de latin et de grec par son curé, petit clerc chez un avoué à Saint-Lô, saute-ruisseau chez un libraire local. Jean Follin a écrit, autre Canizier, écrit qu'il aurait quêté pendant près de 10 ans pour s'acheter un cheval et pour aller à Paris. Faut-il vraiment le croire? Ailleurs, il est donné parti à pied avec 20 louis en poche, puis embauché comme postillon dans la diligence qui le conduit à Paris. Toujours est-il qu'il arrive à Paris vers 1855, il aurait eu 17 ans. Cela semble plausible car une note en date de mars 62, rédigée par le cabinet du préfet de police, précise que Lemaire est commis de librairie depuis 7 ans, ce qui conforte cette hypothèse.
Donc des débuts un peu flous. Il est noté tantôt qu'il débuta dans une maison du passage des Panoramas. Ailleurs, il est noté qu'il aurait travaillé chez un libraire passage Vivienne. Ensuite, cela devient plus clair. Il va être commis de librairie au 43-47 passage Choiseul chez Pierre-Paul Percepied, mort en 82, lequel est indiqué comme né à Agon, et une famille de la parentèle Percepied tient commerce à Coutainville. Ce Percepied possédait 2 librairies, dont une de livres religieux et objets de piété. Le maire va reprendre l'autre, le Fonds classique, le Fonds de librairie classique, en 1862. Et donc, le 18 mars 62, il obtient un brevet de libraire. Il a 24 ans. On recueille de bons renseignements sur lui. Et 4 jours plus tard, il succède à Percepied. Sa première enseigne sera Percepied, Alphonse Lemaire, successeur. Il aurait conservé Hippolyte Percepied, le neveu du précédent, né à Agon lui aussi, qui va diriger son service de vente au détail jusqu'à sa mort. Il est traité par le maire plutôt comme un ami que comme un simple employé. Il va épouser en 64 Antoinette Fesneau, qui tenait en face au numéro 44 un magasin de modistes et qui renflouait assez fréquemment les caisses de l'imprimeur. Entre autres, elle vendait des coiffures d'enfants et elle va bientôt quitter ce commerce pour aller travailler avec son mari. Tout a donc commencé et continué au passage Choiseul, à proximité de l'Opéra Garnier, qui n'est pas encore construit. Du 47 de ses débuts, il déménage et on voit qu'il ne va cesser de s'agrandir. Il ne cesse d'annexer ses voisins, puisqu'on le verra au 27-31, puis au 23-31, puis les derniers livres, les dernières éditions qu'on trouve, le domicilie au 23-33. Le passage est très fréquenté, plutôt par une clientèle huppée, mais la concurrence des grands magasins va bientôt se faire sentir. Le maire fait certes commerce de librairie, mais très vite sa vocation d'éditeur s'affirme, d'abord avec une revue, L'Art, fondée par Louis-Xavier de Ricard, 10 numéros seulement, et qui sera bientôt remplacée par le Parnasse contemporain. Il publie un premier volume, alors sans la marque, hein, sans cette présence, mais on est en 1866. Le volume est daté de 65, mais ce sera le seul hein, qui sera publié sans la fameuse marque de Lemaire. Alors, cette fameuse marque typographique, qui rappelle peut-être ses origines paysannes, elle est inspirée de celle de Johannes Meyer, qui était imprimeur à Leyde en Hollande au XVIIe siècle, qui était connu pour avoir publié son nom d'auteur la première version du discours de la méthode de Descartes. Lemaire conservera la devise Fac et Spera et adaptera sa marque en y ajoutant ses initiales. Donc il y a 2 versions, hein. La première version, celle de Braun, qui est celle du pêcheur habillé, qui sera conservée, qui sera plus tard même conservée pour les œuvres scolaires, puis reprise par ses héritiers un peu plus tard, et puis celle qui est la plus connue, hein, dès 1869, celle de Bracquemont, hein, l'homme à la bêche, qui est désormais nu sur fond de soleil levant et avec un clocher dans le lointain, peut-être Canisy. D'emblée, il parie sur la qualité. Ses éditions vont s'imposer par leur originalité en matière de format. Hein, le fameux format Elzévir, hein, le petit Indus, qui va devenir la référence chez Lemaire. Qualité du papier aussi, et puis de qualité des caractères. Et il va asseoir une partie de sa réputation en reprenant une police de caractères évoquant la typographie de la Renaissance, c'est l'extrait que vous avez là, ce fameux caractère Elzévir qui est créé à Paris en 1540 par le graveur Claude Gramont. Il est employé par les célèbres imprimeurs qui lui donnent le nom. Alors on voit ici, hein, dans ce texte, on voit une esperluette et on voit que le soin extrême qu'il apporte à cette nouvelle technique d'impression. Il expose ses convictions dans le livre du bibliophile en 1874, ce livre dont seule la préface est vraiment signée Lemaire. Ce livre lui est attribué, mais en fait il semblerait qu'il ait été écrit par le jeune Anatole France, hein, Anatole France, qui travaille pour lui depuis 5 années environ. Ils se fâcheront à partir de 1878, toujours pour des problèmes de droit.
Ce livre peut être considéré comme un outil de promotion tant de l'excellence de son travail que de ses compétences techniques, notamment en matière de typographie. Donc le caractère elzévir que l'on a dit, avec cet empattement triangulaire, des lettrines, des bandeaux, des culs de lampe, la mise en valeur des blancs, il est particulièrement soigneux sur la présentation de ses éditions. Revenons au début. Lemaire s'affirme d'emblée comme un éditeur de poésie, et il risque, évidemment, il parie donc sur sa singularité, et c'est vrai que éditer de la poésie était pour le moins risqué. Et Verlaine va y publier ses premières œuvres, donc les poèmes saturniens, 500 exemplaires, aucun écho, les fêtes galantes, pareil, puis la bonne chanson qui sort en 1870, alors évidemment la Commune et la guerre n'arrangent pas trop les affaires, ça ne se vend pas, ce sera récupéré par Léon Vanier qui mettra son étiquette dessus, et à partir de ce moment-là, Verlaine publiera chez Léon Vanier. En tout cas, en 1870, Lemaire a déjà publié au moins 32 volumes, donc 27 auteurs différents, et donc Copé, Verlaine, Sully Prudhomme. Il va vite se signaler par une intuition qui va asseoir sa réputation d'éditeur lettré. Alors on le décrit comme un hardi normand avec l'esprit aventureux et le sang-froid qui tenait de sa race. Il va rééditer donc les poètes du XVIe, les poètes de la Pléiade. Et il va créer cette collection dans laquelle il va rééditer tel qu'à l'origine l'ensemble de ses écrivains, du Bellay, Chaudel, etc. Selon toujours la dernière édition publiée du vivant de l'auteur, toutes les fois que cette édition a été revue, ou au moins avouée par lui. Il y a investi ses propres fonds, ce calcul se révélera payant, et il va étendre cette formule d'édition sur l'original aux écrivains classiques. Et ainsi, il le dira, on va pouvoir lire La Fontaine comme il s'est lu lui-même. Donc, c'est très recherché aujourd'hui par les bibliophiles et les philologues. Il réussit à combiner qualité d'impression et un prix relativement modique. Et évidemment, il dispose de nombreux relais dans la presse et il sait investir dans la réclame. Mais surtout, Lemaire prend rapidement conscience que le refus systématique des autres éditeurs pouvait rendre le marché de la poésie lucratif, et il fallait oser. Et c'est comme ça que va commencer la grande aventure du Parnasse, auquel le nom de Lemaire sera désormais lié. Cette photographie d'Adger est beaucoup plus tardive, elle date de 1908 et on voit que le magasin s'est largement étoffé. Cet éditeur, nouvellement intéressé par la poésie et nouvellement arrivé sur la place, va susciter l'intérêt de toute une nouvelle génération de poètes qui sont séduits justement par cette réimpérition de la Pléiade française. Dès 65, le passage Choiseul va devenir le lieu de ralliement de toute une génération. Alors vont passer là énormément d'écrivains encore inconnus, d'autres un peu plus connus, et vous voyez les noms qui sont là, de loin en loin venaient Gautier et Prudhomme. Alors Gautier évidemment appartient à la génération précédente, puisqu'il a fait Hernani avec Victor Hugo. Et là va naître effectivement toute une génération qui accueille tous ces jeunes. Alors bon, le commis est de très mauvaise humeur parce que tout ça a fait désordre. On est un groupe de jeunes poètes tumultueux et chevelus. Mauvaise humeur du commis. Le commis avait la particularité d'être bossu, on en reparlera peut-être. Ces poètes sont en rupture de banc avec la génération précédente, évidemment, les romantiques, et conduits par divers éditeurs, ils sont en mal de publication. Et Lemaire est pour eux une providence. Et beaucoup témoigneront plus tard, avec nostalgie, de ces temps héroïques. Ils allaient bientôt se revendiquer comme parnassiens. Et dès 1966, cette effervescence va se concrétiser par la publication d'une revue, Le Parnasse contemporain, recueil de vers nouveaux. Alors, cette revue avait la particularité de paraître d'abord en petits fascicules, qui plus tard, et là c'est sans doute un des traits de génie de Lemaire, allait être rassemblés en volumes beaucoup plus importants. Ainsi, ce livre que j'ai là
que j'ai trouvé complètement par hasard, contient les pages 257 à 288. Et ensuite, ce sera relié ensemble et ça se vendra sous le titre « Le Parnasse contemporain ». Donc il y aura au total 3 éditions de ce Parnasse contemporain, 3 volumes donc, et 99 poètes différents. Alors, le comité de sélection est composé de Copé, de Banville et d'Anatole France. Un certain nombre de gens connus seront refusés, hein, comme Mallarmé, comme Charles Cros, comme Verlaine, pour la dernière série. Oui, peut-être quelques mots sur cet idéal parnassien. Hein. Les Parnassiens vont donc s'installer durablement dans le paysage littéraire. Alors, il y a 3 grandes générations. Hein. On peut dire qu'il y a Gautier, précurseur, romantique reconverti, le comte de Lille, qui est le chef de file, Hérédia, qui sera plus tard le gardien de la doctrine. Il faut ajouter des gens comme Banville, Copé, Sully-Prudhomme, Catulle-Madès, Baudelaire et Verlaine à leur début, Villiers de l'Isle-Adam. Ils sont vraiment tous sous l'influence de Victor Hugo et du Hugo de la légende des siècles. Alors évidemment, ils sont en révolte. Il faut rentrer dans la carrière en écrasant ceux qui étaient avant, contre les romantiques, contre le culte du moi, hein, contre la littérature d'épanchement, le moi, le jeu, et ils opposent l'impassibilité contre le lyrisme, l'émotion, la technique, la beauté, l'art pour l'art, et contre l'artificiel, évidemment, le travail, les rééditions. Hein. Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne sert à rien. Vous avez là une sorte de florilège de leurs affirmations. Alors évidemment, c'est une poésie très élitiste, très sonore, qui pouvait surprendre en tout cas, notamment par ce côté d'impersonnalité et le caractère impassible qu'il revendiquait. Alors, vous avez là effectivement quelques extraits de Le Comte de Lille et de Hérédia. Alors, j'ai choisi ces extraits parce que effectivement, on a des témoignages comme quoi le maire adorait déclamer à haute voix ses poèmes, ces poètes-là, et notamment Caïn. Alors, on le voit, hein, d'une voix sonore avec un débit soutenu, il entama posément. Ou bien pour Atahualpa, que curieusement on ne retrouve pas dans les trophées de Hérédia, le maire qui l'avait appris par cœur le débitait d'une voix stentorique en nous bourrelant de coups de poing rythmiques, et vous apprécierez comme on s'aime en Normandie, ce qui suppose que l'usage de la bourrade est particulièrement prisé en Normandie lorsqu'on veut témoigner de l'enthousiasme. Racine normande qu'il va revendiquer avec constance, et ce caractère est sans cesse rapporté par ses amis. On ne possède au début de son début que ses portraits d'un Le Maire encore jeune, hein, il a sans doute là une petite trentaine. Il va rester fidèle à Nadar, qui va continuer de faire son portrait très tardivement. Il a conservé de ses années de jeunesse un physique encore svelte, pas qu'on le devine, solidement charpentier. Les produits plus tardifs, les portraits plus tardifs nous le montreront affichant l'embonpoint d'un bourgeois arrivé. Ainsi Raco, après avoir évoqué sa physionomie du XVIe et sa ressemblance avec Ronsard, le gentilhomme vendômois, le même Raco parlera plus tard d'un Ronsard engraissé. On peut voir sur ce portrait des mains courtes et puissantes qui ne sont peut-être pas a priori celles d'un intellectuel. Alors, son caractère, on le décrit rieur, prolixe en anecdotes, chaleureux, tour prime sautier. Alors, un autre témoignage, l'éditeur se montra comme toujours fort gai, faisant des jeux de mots lamentables. Un autre parle de ses réparties gauloises, une tournure d'esprit orientée vers la plaisanterie. Et il se régalera de cette fameuse parodie, alors dont j'ai mis seulement le début, et Le Maire, libraire au regard si doux, vous aurez reconnu donc Victor Hugo, suivi d'un seul commis qui l'aimait entendre tous pour son dos piriforme et sa bosse aggravante, effectivement ce commis était bossu, parcourait près d'Écart un soir de mise en vente, etc. Alors c'est une sorte de petit églogue où à la fin, ça se termine par un érudit qui essaie d'assassiner le maire à coups de volume, et le maire royal donne-lui ce volume, comme le père de Hugo.
Certainement un homme d'un commerce agréable, sans doute susceptible d'emportement, une forte personnalité, un charisme certain, air d'autorité, de franchise et de conquête. Bon, c'est vrai, le soupçon a toujours pesé sur le maire. Est-ce qu'il aimait réellement la poésie ou est-ce que c'était surtout un flair d'éditeur? Bon, on peut dire que ses goûts personnels plaident en sa faveur, hein, ses goûts qui l'avaient guidé vers les rééditions de la Pléiade, l'amitié de poètes qui avaient son âge, le souci de leur offrir un écrin digne de leur talent. Mais était-ce cependant sans calcul? On peut avoir quelques doutes. En éditant à compte d'auteur ces jeunes gens avides de reconnaissance, ils limitaient évidemment les risques. En tout cas, de cette pépinière de jeunes poètes publiés par le maire sortiront quelques académiciens et un prix Nobel avec Sully Prudhomme. Le maire recevra la Légion d'honneur, fréquentera l'élite littéraire et politique de son temps, et son nom va rester attaché à la génération des Parnassiens. Son premier gros coup éditorial est la publication en 1869 de Sonnets et eaux-fortes, alors qui est considéré comme un des premiers livres de peintre, c'est-à-dire que d'un côté il y a des sonnets et puis sur la page de gauche il y a une gravure et il va obtenir des productions d'un certain nombre de gens qui étaient déjà plus ou moins célèbres. La gravure donc précède le texte, il vend cela à 350 exemplaires et il le marque bien, les cuivres originaux ont été détruits pour éviter que ce soit retiré et pour donner le plus de valeur possible à cette entreprise. Millet se plaindra, ne comprenant pas la brutalité du procédé. Bon, mais voilà, toujours est-il que ça va s'arracher, hein, il n'y a eu que 350 exemplaires et qui vont s'arracher très vite, hein, en 2 mois, ce sera vidé. Bon, on en trouve très peu aujourd'hui, parce que souvent ils ont été démembrés, c'est-à-dire que les gens ont enlevé, ont regardé plutôt du côté des gravures et ont détaché ces gravures pour les mettre sous verre. C'est assez dommage. Alors, je vous montre quelques-unes. Vous avez ici Manet et Millet qui illustrent à chacun un poème. Vous avez également un Corot, paysage normand, qui illustre là. Et puis vous avez un Victor Hugo. Victor Hugo avait été sollicité pour un poème. Victor Hugo, à ce moment-là, est encore en exil à Guernesey. Il avait été sollicité pour un poème. Il enverra en fait un dessin. Hein, et ce sera pour illustrer le poème de son ami Paul Meurice qui se sera utilisé. Alors on reconnaît, hein, la graphie de Hugo. Bien vite va venir la prospérité. Et c'est vrai que ça va venir relativement vite quand même. Et il va multiplier les collections parce que c'est un entrepreneur et c'est un entrepreneur particulièrement talentueux. Il va construire et multiplier les collections, je l'ai dit, dont la fameuse petite bibliothèque littéraire. Alors j'en ai mis là seulement quelques-uns. Hein. La liste en est impressionnante, ce serait fastidieux de tout énumérer. Il va multiplier les collections et il va également se lancer dans le livre scolaire, il va s'associer à d'autres éditeurs, il va publier des choses plus ou moins opportunistes comme les fameux livres d'étrennes qui connaissent une vogue assez remarquable à l'époque. On voit également dans ce catalogue de 73 des ouvrages relatifs à la guerre. Alors on parle beaucoup plus de la guerre de 70-71 qu'on ne parle, il faut le dire, de la Commune. Hein. Chez le maire, apparemment seul Verlaine avait des opinions qui étaient réellement favorables aux communards. Le maire va rester pendant tout ce temps dans une prudente réserve. Alors les fameux petits hindous, hein, qui ont fait sa célébrité, plusieurs types de formes, des demi-reliures comme ça, et puis certains plus ambitieux, hein, des livres plus volumineux, souvent illustrés, qui ne manquent pas d'intérêt. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont toujours... Alors, ils ont cette particularité, effectivement, de plutôt résister à l'usure du temps, et ils ont très peu de taches de rousseur. Hein. Alors, si on les compare à d'autres éditions de l'époque, effectivement, qui vieillissent beaucoup plus mal, il faut reconnaître à Le Maire une certaine qualité de papier. Bon, on dit généralement aussi que les dos sont un peu plus fragiles, effectivement. Donc, il va bientôt avoir son imprimerie. Au début, à partir de 75, il aura son imprimerie rue des Grands Augustins.
Outre ses affidés, son écurie de poètes, il va également se lancer dans la réimpression des auteurs classiques et il va publier énormément de monde, comme on le voit ici, et il a pris place parmi les grands de la littérature générale. Alors citons quelques noms, hein. Il y avait Calman-Lévy avec Dumas et Hugo, Stendhal, la France, Charpentier avec Zola, Flaubert, etc., Hachette pour les manuels scolaires, Ollendorff pour Maupassant, Mirbeau et d'autres. Mais ils sont tous largement battus par l'éditeur Dantu qui fait des tirages absolument colossaux, puisqu'il publie Paul Féval, Hector Malot, Gaboriau, Ponson du Terrail, sujets d'actualité, plus ou moins, et puis qui sont très courus, hein, et très bien vendus. Il a imposé sa maison, sa présence en impose. Alors vous retrouvez là l'intégrale de ce dont j'ai simplement mis un extrait tout à l'heure. Forte stature, hein, face large, encadrement de barbe blanche, bouche épaisse, rire spirituel, yeux gris, etc. Forte stature, donc, Léon Daudet, qu'il a connu enfant, le décrit lors d'un voyage avec son père en Suisse, vers 1895, le maire avait de petites jambes courtes, un gros ventre sous lequel il trottinait de son mieux. Les portraits postérieurs nous le montrent effectivement en affichant un certain embonpoint. L'entreprise prospère et il va désormais s'enrichir considérablement et se montrer propriétaire et plein de prodigalité. Et c'est là qu'il achète en 1875 la propriété de Corot, la maison d'été de Corot à Ville-d'Avray, résidence d'été. Et alors, figurez-vous que dans cette maison, il va trouver, chez Corot, il va trouver sur les murs 5 ou 6 fresques dont on dit qu'il les a fait décoller par un procédé italien et recopier, et plus tard on les retrouvera dans sa maison parisienne. Comment a-t-il fait et comment cela est-il possible? J'avoue qu'on reste un peu sceptique. Il est devenu un notable, il est représentant du Parti républicain, il est conseiller municipal dès 1978, puis il va devenir maire. Il perdra un mandat, puis il sera réélu, jusqu'à ce qu'il démissionne avec fracas, on le verra, en 1910. Il reçoit beaucoup, il organise nombre d'événements, et on dit que dans la cour de Ville-d'Avray trônait toujours, lorsqu'il rassemblait ses amis, un tonneau de cidre de Canisy. Repas sous tente, etc. Il faisait venir la Comédie Française. Alors Ville-d'Avray, Paris, c'est pas très loin. Tout le monde embarquait joyeusement, et là, il venait. Et les fêtes chez le maire avaient leur célébrité. Ici, quelques portraits familiaux. On le voit là à droite avec sa femme et ce qui est Anatole France, hein, à l'époque où ils étaient encore amis. Donc, en famille à Ville-d'Avray étaient nés 2 enfants, Désiré en 1865 et Jeanne en 1860. Jeanne survivra largement à son frère puisqu'elle ne décédera qu'en 1960 à Dangy, et c'est elle qui occupera la propriété de Dangy. Alors oui, un exemple de sa célébrité, effectivement, hein, il a eu l'honneur, par le caricaturiste Job, hein, il a eu l'honneur d'occuper le frontispice de la revue Les Hommes d'aujourd'hui. Alors on voit le travail du dessinateur, hein, on voit qu'il s'est rhabillé, qu'il s'est ceint d'une écharpe de mer, qu'il y a effectivement la Légion d'honneur. Bon, tout cela, il a été rhabillé quand même. Et il sera officier d'académie en 78, officier de l'instruction publique en 80, la Légion d'honneur lui échouera en 84. Et il va faire construire en 1880 à Paris, vers le Trocadéro, cette fameuse maison, alors, qui est 10 rue Chardin, hein, c'est un hôtel. Alors on vous le dit, hein, hospitalité fastueuse, profusion normande amalgamée aux délicatesses parisiennes. On retrouvait dans ces repas quelque chose des crevailles monarchiques, etc. etc. Il porta cette verve d'appétit jusqu'aux dernières limites de sa forte vieillesse, gardant sa belle humeur, son encolure de viking et son tour prime sautier.
tel nous le décrit Taillade. Alors sa réussite s'affiche avec une certaine ostentation, le personnage n'était pas discret. On voit cette sculpture, alors on retrouvera ce fronton sur diverses de ses propriétés, le bêcheur est représenté un peu partout. Et puis Agape aussi à Ville d'Avray, où il fait réaliser en 1893 ce fameux tableau, alors tableau extrêmement célèbre, qui malheureusement a disparu, puisqu'il semblerait qu'il ait été à Ville d'Avray jusqu'à la mort de Jeanne en 1960, qu'il ait ensuite été vendu aux enchères, chez Christie's peut-être, et il a disparu de la circulation, sans doute est-il aux États-Unis, enfin au moins c'est ce que l'on présume. En tout cas, on voit là autour de cette table, on voit toute son écurie, les anciens parnassiens, plus les nouveaux qui sont arrivés, avec Bourget, Paul Hervieux, Marcel Prévost, etc. Alors vous avez les personnages et on reconnaît, on identifie un peu tout le monde, et c'est tous les gens qui suivaient le maire. Alors, ses relations avec les auteurs sont relativement ambiguës. Il gère ses affaires de façon patriarcale. Il préfère la familiarité aux relations contractuelles. Et on voit sur ce tableau, notamment Zola a la dent particulièrement dure. On est en famille, on se tutoie. La question de l'argent, des comptes, à quoi bon, puisqu'on est en famille, etc. On donne de l'argent qu'on en demande, ou bien, si on tient absolument à voir, il crée un chiffre à peu près sur un bout de papier. On voit à peu près un mode de fonctionnement qui, peut-être, a pu en énerver quelques-uns, dont notamment le comte de Lille, qui dit à un moment « Le maire m'a exploité de toute façon, voilà la pure vérité, il a abusé de mon ignorance absolue des affaires. » Et c'est vrai que sa fortune s'est faite sans grande considération du droit d'auteur, par ses éditions à compte d'auteur, et ces jeunes gens étaient prêts à payer, parce qu'ils étaient tous plus ou moins de bonne famille, relativement fortunés, et ils étaient disposés à payer donc pour se donner le plaisir de se voir imprimer. Ils n'étaient pas très soucieux des conditions financières de l'opération. Les conditions de le maire étaient les suivantes, 500 exemplaires, frais d'impression 800 francs, le maire demandait un apport initial de 200 francs, puis un remboursement par billet échelonné tous les 3 mois. Si ça marche bien, effectivement, c'est tout le bénéfice est pour le maire, et sinon il ne perd pas vraiment d'argent. Et évidemment, ça ne va pas aller sans susciter quelques démêlés. Oui, alors avant ça, je voulais garder ça peut-être pour un éditeur normand, peut-être. En tout cas, au bout de un extrait du journal des Goncourt. Puis au bout de ces déclarations d'amour pour votre talent, votre personne, de ces professions artistiques, de ces apitoiements de père nourricier sur le sort des lettres, vous vous apercevez que vous avez affaire avec un éditeur comme tous les autres, mieux, un éditeur normand. Bon, je vous laisse méditer peut-être cette affirmation. On sait que, évidemment, le persiflage est évidemment un des traits du journal des Goncourt, persiflage et médisance. Et effectivement, il a des démêlés, parce que c'est assez brutal, quand on voit qu'il explique à Mallarmé que votre traduction ne peut être publiée par votre président. Le poème offre de telles insanités qu'il est impossible à une maison sérieuse de le publier. Et renforcé par Anatole France, on se moquerait de nous. Et on trouve dans la presse un certain nombre de gens qui sont très remontés contre le maire. Vous le connaissez, mes chers poètes, ce gros bas normand du passage, naguère marchand de bondieuserie, etc., etc. Il leur imposait un dépôt d'argent pour couvrir ses frais d'impression. L'apprenti poète se signait à blanc. Et si d'aventure le livre rencontrait un succès littéraire, l'auteur était surtout payé par des joies morales. À ce trafic, le bonhomme normand fit sa plotte. Voilà. Évidemment qu'on voit qu'il était assez contesté. Et ça va culminer dans une affaire qui va faire le régal de la presse. C'est-à-dire qu'à un moment, Bourget, qui à l'époque l'écrivain vedette de la maison, à l'occasion d'une tournée aux États-Unis, il se rend compte que le livre qu'il vient de publier en France, Cosmopolis, a été traduit aux États-Unis et qu'il n'en a jamais entendu parler. Et il va réclamer des comptes à Le Maire,
et le maire s'estime offusqué qu'on ose lui demander des comptes, etc. Ça se terminera devant un tribunal de commerce, hein, et le maire sera bien évidemment condamné, et il est condamné donc à présenter des comptes. Alors on a le détail, et Zola va se régaler dans le Figaro, et notamment dire que Bourget a rendu un grand service en fait aux auteurs, hein, en obligeant les éditeurs à rendre quelques comptes. Alors on sait effectivement que c'est assez difficile de mesurer le tirage réel. On sait qu'il existe nombre d'exemplaires de passe, comme on dit, exemplaires qui échappent à toute comptabilité. Et ayant perdu ce procès, le maire va être ulcéré de cette atteinte à sa réputation, et ne pouvant plus littéralement voir Bourget en peinture, va exiger que Chabas l'efface de son tableau, le menaçant de lacérer la table s'il ne s'exécutait pas. Celui-ci, Chabas, plutôt que de gratter la toile, recouvrit Bourget de feuillage peint sur du vernis, ce qui permit à son gendre, après la mort de le maire, de rétablir le tableau originel. Et plus tard, Bourget s'amusera d'avoir été changé en dryade feuillue, comme il le dit. Alors le fond vert avait dû faciliter la tâche, hein. On voit que le maire avait la rancune tenace. Le maire continue à dominer le marché de la poésie, 800 titres à son catalogue, alors que ses concurrents vivotent. Lui, il a trouvé le moyen d'en vendre avec profit. C'est pas à lui qu'on appliquerait la boutade, ma boutique est mangée par les vers. On peut dire de lui, comme on l'a dit de Sully Prudhomme, avec son prix Nobel, il lui est arrivé la chose qui n'arrive jamais aux poètes, l'argent. Mais une mutation est en train de s'opérer, et le maire va repérer l'émergence d'un nouveau lectorat, d'amateurs de romans, un lectorat plus populaire, moins élitiste. Et son flair lui fait repérer des jeunes et talentueux romanciers, donc justement comme Paul Bourget, Prévost, Paul Hervieux. Bourget avait été un véritable best-seller dans les années 80-90, notamment avec Le Disciple en 89, 22 000 exemplaires vendus en 6 semaines. Alors il y a un réel fossé entre les pauvres poètes et les riches romanciers. Hein, d'une certaine manière, le maire rééquilibre un peu les choses en soutenant les uns au moyen des autres. La boutique du Passage Choiseul est devenue un grand magasin. On voit les bustes de Lecomte de Lille, de Copé. Il est président du syndicat de la librairie. Il continue tranquillement d'amasser d'énormes profits. Le business plan est bien rodé, de la poésie, de la fiction dans le goût de l'époque, et puis des classiques qui sont vendus à des prix raisonnables. Bon, il faut ajouter évidemment toutes ces autres productions, et Dieu sait s'ils sont nombreuses. Là, c'est presque l'apothéose. Il était déjà chevalier de la Légion d'honneur et il se voit promu officier en 1902. Et il va en profiter pour réunir tous ces auteurs, faire éditer les discours qui seront prononcés à cette occasion, et il va leur offrir un banquet avec des gâteaux en forme de livre. On parle de 142 convives, et il va publier. Il emploie le « nous » pour s'inclure dans la glorieuse cohorte des artistes. Hein. Il répète l'opposition entre l'art et l'argent, entre l'artiste et le bourgeois. Il se pose comme le gardien du temple qui célèbre le royaume de l'art et la poésie. Vivons donc dans l'art et pour l'art, s'écrit-il. Mais il en célèbre aussi la forme la plus institutionnalisée sous la forme de l'Académie française, puisque c'est vrai que nombre d'entre eux ont été publiés chez le maire, hein, Theuriet, Heredia, Prévost, Écart, Hervieux, Lecomte de Lille, Bourget, Clarécy, Anatole France, Sully Prudhomme, qui aura en plus, lui, le prix Nobel. Et d'une certaine manière, ce banquet marque l'apothéose de Le Maire. Visiblement, il va peu à peu s'éloigner des affaires et passer de plus en plus les rênes de l'entreprise à son fils aîné Désiré. Alors, ces idées politiques, eh ben, Barbé d'Aurevilly n'est pas dupe. Hein, dans une lettre à Copé, le maire qui bâtit des châteaux au lieu d'en brûler, comme un rouge qu'il affecte d'être, mais qu'il n'est pas le farceur. Et oui, effectivement, on peut penser que son engagement politique à gauche est sans doute
à nuancer. Alors, il est engagé à gauche, c'est vrai, il est en lutte constante dans sa municipalité contre la réaction. C'est lui qui incitera son ami Gambetta à venir s'installer pas très loin, à Sèvres. Il se signale par sa philanthropie, une crèche, des écoles, des égouts. Il va donner à la commune de Coutainville, on en reparlera, cette fameuse maison des écoliers de Ville-d'Avray. On le verra aussi en précurseur, puisqu'il limite à 12 km/h la traversée de sa ville, située sur la grande route entre Versailles et Paris. 12 à l'heure, oui, c'était pas excessif. L'amitié de Barbé d'Aurevilly, et surtout à partir de 1873, il va devenir l'éditeur de Barbé. Celui-ci, malgré ses préventions initiales contre les Parnassiens, il les avait qualifiés de babouins, de ouistiti poétiques. Celui-ci va se lier d'amitié avec le maire. C'est un pharaon normand qui va à mon cœur, dans une lettre à Blois. Leur attachement commun à leur Normandie natale va les réunir sous la bannière au léopard. D'un côté, le républicain anticlérical et le monarchiste catholique. D'ailleurs, Barbé n'est pas dupe des engagements, etc. Et il va notamment republier en 82 Les Diaboliques, dont la première publication avait été interdite et retirée pour immoralité. Barbé plaide la bonne foi, dit qu'il a voulu moraliser par la terreur. Bon, pendant des décennies, de toute façon, le maire sera le seul à diffuser l'œuvre de Barbé avant que celle-ci ne tombe dans le domaine public. Et vous avez là quelques citations, notamment au banquet du Bouéjean en 1900. Il me disait un jour, en parlant de notre petit pays si particulier, « Nous autres, le maire, nous sommes les vrais Normands. Nous sommes des manchots, du seul département où s'affirme bien, avec tout son caractère, la vieille Normandie. » Effectivement, il va dire que nous sommes une race à la fois héroïque et prudente. Et il termine par ce souvenir personnel, je n'oublierai jamais avec quelle émotion il me tint les deux mains lorsque je fus lui annoncer la guérison de mon fils au sortir d'une fièvre typhoïde. Alors Barbé, évidemment, va faire sensation à chaque fois que Barbé apparaît dans le passage Choiseul. Il finit par être surnommé à la fin parce qu'il avait l'habitude de poudrer sa moustache. Alors on le surnomme par là-bas Barbe d'or vieilli. Parce qu'un jour, Barbé se pointe, semblait comme il l'était d'habitude, corseté, et il s'irrite très fort du fait que personne n'ose lui faire remarquer qu'il a des choses bizarres dans la moustache. Et il rentre chez lui en colère et il explique, etc. Et ils avaient bien remarqué, effectivement, dans la boutique que c'était un peu spécial, mais personne n'avait voulu lui en faire la remarque, pensant que c'était une erreur. Eh bien non, Barbé revendiquait de se mettre de la poudre d'or dans la moustache. Bon, c'est un moment de comique involontaire, évidemment. À part ça, Barbé avait la réputation de réclamer du champagne assez fréquemment. Le caractère entier de Barbé se retrouve dans sa correspondance pleine de vivacité, notamment avec le maire. Par exemple, Barbé ne mâche pas ses mots à propos des sottes objections d'un érudit à tête d'épingle sans pointe qui avait été émise à l'occasion de la publication d'une page d'histoire. C'est l'histoire des Ravalais, là-bas à Cherbourg. Vous êtes un renard bas normand, fustigé de ce que là les mouchards qui vous entourent, faites-les déguerpir, c'est le conseil de l'autre renard bas normand qui est moi. Et c'est vrai que Barbé ne s'était pas trop embarrassé de la vérité historique, ça c'est certain. Également, il va solliciter beaucoup de collaborations de Normands. Alors, Félix Buot de Valognes, qui illustrera Barbé, Eugène Lemuel de Villedieu, qui également ici illustrera un des livres. Il va promouvoir aussi quelques écrivains de sa région natale, les frères Frémine, donc cette fameuse légende de Normandie. Alors, il semblerait que ce soit les Frémine qui aient la première fois employé le mot viking. Le mot viking n'apparaît dans la langue française qu'en 1842, apparemment, et il semblerait bien qu'Aristide Frémine soit celui qui ait popularisé le mot viking. Donc évidemment, tout cela évoque la légende de la Normandie. Donc venons-en aux propriétés dans la Manche. Alors si le maire revendique hautement sa normanditude,
Il ne manque pas un banquet à Paris, il ne manque pas les banquets annuels de la Pomme, ceux du Bouet-Jean qui réunissent les Normands de Paris. Et il ne va pas négliger son terroir natal, il va être omniprésent dans le centre-Manche, il va afficher son enrichissement sans complexe, d'abord à Canizy, où il va agrandir la terre que son père avait labourée. Il construit donc ce château qu'on appelle château de Montmiral. Fernand Rachinel d'ailleurs décrit qu'il acquiert les maisons limitrophes, jusqu'à 15 maisons sur 19, et c'est vrai qu'il va s'acharner à acheter les terres environnantes, mais ce sera ailleurs aussi, pour porter finalement à 20 hectares la ferme parentale. Il a désormais une rue à son nom, hein, c'est à Canizy, en montant vers Saint-Gilles, et sa devise, Fac Espera, est sur un des montants du pilier de la barrière. Et philanthropie à Canizy aussi, il montre sa générosité, il finance des bibliothèques, et il est en concurrence avec le comte de Kergorlay à ce propos. Bon, il rénove le bureau de poste, il rénove également l'auberge du Pot d'Étain, qui existe toujours, il rénove des immeubles qu'il loue à des prix modérés, il préside des distributions des prix, et il donnait 5 francs aux enfants qui venaient lui souhaiter la Saint-Alphonse ou la bonne année. Et en matière de bienveillance, je l'ai dit, il est en concurrence avec le comte de Kergorlay, aux idées philosophiques et religieuses radicalement opposées aux siennes. Alors, c'est cette fameuse anecdote où, se promenant avec le grand-père de Jean Follin, le notaire Eusbro, il voit, le maire voit Eusbro se découvrir au passage d'une procession de la Fesse-Dieu, et le maire de lui dire, garde son haut de forme sur la tête, et dit suffisamment haut à son compagnon, qui pâlit sans répondre, « Comment, Eusbro, vous vous découvrez devant cette mascarade ?» Alors qu'il ne cachait pas ses opinions. Il va acheter un peu partout, alors à petite propriété qui ne se limite pas à Montmirail. Il est attentif visiblement à toutes les occasions d'acquisition à proximité de son terroir. Il va devenir propriétaire du moulin d'Hérondelles, alors je ne sais pas comment ça s'écrit, c'est sur les bords à Saint-Thomas-de-Saint-Lô, sur les bords de la Vire. Il va acheter une ferme à Cerisy-la-Forêt, la ferme de Cantilly. Il a également des possessions à Marigny, la ferme de Gruchy, et à Dangy. On voit un garde-chasse prêter serment en qualité de garde particulier des propriétés de Monsieur le maire à Canizy, Marigny, Le Mesnil-Angot, Gorges, etc. C'est etc. Et tout un programme. Et il ne néglige pas la propriété foncière, mais il semble particulièrement attiré par les demeures de prestige. Et le centre-Manche va nourrir son appétit de demeures seigneuriales. Alors d'abord, en 1894, dans les marais de Gorges, il acquiert le château de Metterville, que vous voyez là, construit au XVIe. Construction qui semble un compromis entre la maison forte et l'habitation de plaisance. Il la restaure à son goût. Il semblerait quand même que la toiture ne soit pas vraiment d'origine. Bon, son fils Désiré s'en séparera dans les années 20. Également le manoir de Dé, au Mesnil-Angot. Alors, venons-en à Coutainville, la villégiature de Coutainville. C'est l'époque où la station balnéaire prend son essor et on trouve à proximité du rivage une grande variété de résidences plus ou moins précaires. La presse régionale de l'époque, d'ailleurs, parle de cette fameuse plage des libraires à l'époque. Hein, et en 1890, paraît à Coutances un guide de Coutainville, plage des libraires. La digue ne sera construite que plus tard. Il est difficile de donner une date de l'installation de Lemaire à Coutainville, probablement au cours des années 70. Hein. Ici, une vue du type de cabane qu'a dû posséder Lemaire. On en aura des témoignages tout à l'heure. Également paraît pendant l'été une émanation du Petit Coutancé, hein, Coutainville-Plage, journal humoristique de la station balnéaire, dans lequel est cité parfois Lemaire. La Bibliothèque nationale n'en possède que 3 exemplaires. Je ne sais pas s'il y en a d'autres en circulation. La manchette, désormais, la manchette s'est améliorée parce que la manchette initiale n'était pas ça, mais maintenant on voit clairement que le littoral est en voie d'urbanisation. Et alors justement, évidemment c'est un journal humoristique, alors on se moque un peu, un bon nombre de Coutancés de Parisiens ont construit à même la dune d'importantes villas, cité Jeanbin, La Rose, Le Maire.
Rien de pittoresque comme ces cahutes, ces chalets, ces villas, ces maisons, ces hôtels qui s'alignent à perte de vue sur 5 ou 6 rangs, affectant les formes les plus bizarres et dans la confection desquelles entre tout ce qu'il est possible de rêver de plus hétéroclite. Il y a un S là. On dirait un spécimen de l'habitation à travers les âges. J'en recommande l'étude au futur architecte de l'exposition des 1900. Oui, on voit que tout ça est assez humoristique, mais bon, c'est vrai que ces cabanes semblaient être un peu de bric-et-broc. Et justement, le maire possédait une de ces cabanes qu'il va prêter à son ami François Copé. Alphonse le maire, en sa qualité de bon normand, possède sa cabane à Coutainville. Et Copé parle et évoque à de nombreuses reprises, et dans divers courriers, il évoque là, et l'hiver qu'il passe là, enfin, c'est pas vraiment l'hiver, puisqu'il s'y installe, en septembre, à faire des vers. C'est là qu'il va écrire une de ses pièces, alors, Les Jacobites, cette pièce... 5 actes quand même et en vers qui racontent l'histoire d'Irlande. C'est assez... Je n'ai pas osé encore m'y aventurer. Et il se décrit se promenant sur la plage, faisant fuir les mouettes, les macreuses, les hirondelles, peut-être les huîtriers, les hirondelles de mer en quantité innombrable, s'était habitué à ma présence et n'avait plus peur de ma vareuse rouge et se laissait approcher à quelque part. Mais il dit qu'il est quasiment tout seul à ce moment-là. Il faut croire qu'on ne s'éternise pas l'été passé à Coutainville. Et même chose, il écrit à un ami peintre en 84, toujours à ce même moment, où il évoque la cabane à lapins de Lemaire. Et je décris devant une mer démontée, que je vois écumer sous ma fenêtre, et la bise du sud-ouest fait geindre et trembler ma maison de planches. Alors il faut croire que ces habitations étaient relativement précaires. Et alors, cette photo, unique témoignage à ma connaissance de la présence de Lemaire à Coutainville. J'ai cherché assez longtemps pour savoir où ça pouvait se situer. J'ai trouvé cette photo aux archives à Saint-Lô. Et en fait, il apparaît que cette photo a été prise devant une villa qui n'existe plus, qui s'appelait la Villa Jeanne d'Arc. Et ça a été pris à un endroit qui aujourd'hui est en train d'être bâti. Si vous suivez le rivage là, vers le sud, villa qui était proche de la sienne, récemment construite, etc. Alors c'est un témoignage quasi unique de la présence de Lemaire, et on reconnaît la silhouette de Lemaire à l'arrière-plan avec toutes ces jeunes femmes debout. Et donc cette villa devant laquelle la photo a été prise s'appelait la Villa Jeanne d'Arc. Alors la maison que l'on aperçoit en arrière-plan est toujours existante. Donc c'était bien là que cette photo a été prise, c'est indubitable. Et donc, en reprenant le plan d'aménagement de la plage, j'ai essayé de faire figurer tout cela, l'ancien boulevard des Dunes. Alors on voit l'endroit où la photo a été prise, la Villa Jeanne d'Arc, la rue Siméon-Luce, et puis, dans la rue Siméon-Luce, justement, cette parcelle qui est encore vide, parcelle numéro 180, Lemaire, éditeur à Paris. On peut penser que plus tard, il va faire bâtir, alors aujourd'hui c'est une villa probablement des années 30-40, sans doute pas celle de Lemaire, qui a dû donc être remplacée. Et donc, et puis on en arrive à la fameuse colonie des maisons de Ville-d'Avray. Dans un premier temps, il a accueilli dans sa villa une douzaine d'enfants de Ville-d'Avray, mais bientôt il va les accueillir sur la parcelle qu'il a acquise, où il a sans doute fait bâtir quelque chose. Cette colonie sera inaugurée en 1907, ça va remplacer la villa mise à la disposition par son maire. Le journal de la Manche et de la Basse-Normandie de 1906 nous dit qu'effectivement, les vastes terrains dont il est propriétaire, villa où les enfants, pauvres de Ville-d'Avray, viendront prendre leurs vacances au bord de la mer. La villa, due à cet acte de généreuse philanthropie, s'appellera la maison des enfants de Ville-d'Avray. Alors reprenons, si on reprend le plan déjà évoqué, la villa de Lemaire se situerait là en haut, et puis le long de la rue François Copé. Il aurait fallu que je déplace le cercle un peu plus haut pour avoir l'endroit, puisqu'en dessous il y a la villa dite la Bavolette.
Unique carte postale à ma connaissance de cette colonie de vacances. Hein, on voit effectivement des enfants. Alors aujourd'hui, on aperçoit, les maisons de l'arrière-plan sont toujours visibles, et elles sont toujours existantes le long de la rue de Rivéran. Par contre, évidemment, la colonie a été remplacée par une construction nouvelle, une série de logements. Cette colonie d'Île d'Avray sera plus ou moins la cause de la démission fracassante de Le Maire, qui va quitter son second mandat de maire. Les réactionnaires lui ont refusé une subvention pour sa maison des écoliers. Il met fin à son mandat par une démission fracassante, et il s'en explique aux habitants. Hein, il explique qu'on lui a refusé une subvention, etc., etc. Procédé sans délicatesse, dit la presse locale de chez nous, ce bon républicain fut traité en suspect et démissionna. Et il est beaucoup plus explicite dans la lettre qu'il écrit directement au préfet. Les élections ayant, comme je l'avais prévu, donné raison aux cléricaux, il m'est tout à fait impossible d'administrer la commune avec ces gens-là. Voilà. Donc c'est sur fond, effectivement, de la séparation de l'Église et de l'État. On n'est pas longtemps après 1905. Donc, il a progressivement laissé les rênes de sa maison, il jouit de sa richesse et de sa fortune. Il dit « Je suis arrivé à Paris avec des sabots crottés, aujourd'hui j'ai des souliers vernis ». Et on le voyait encore parfois au comptoir rendre la monnaie et raconter d'une voix sonore 1000 souvenirs de sa vie. Alors, à la fin, il vivait assez retiré, il séjourne beaucoup dans la Manche. On voit dans la presse mention d'un comice agricole à Canizy. On va le retrouver en vieillard chenu, taille moyenne, assez corpulent, barbe de Moïse, belle barbe blanche qui est retombée sur son gilet. Alphonse Le Maire donnait dans ces dernières années l'impression d'une robustesse extraordinaire. Ça, c'est dans son obituaire. Il va décéder à l'âge de 74 ans dans son hôtel de la rue Chardin. Et le journal de Basse-Normandie, de la Manche et de Basse-Normandie, dit Monsieur le maire venait de passer tout l'été, soit à Coutainville, soit dans ses propriétés de Canizy qu'il affectionnait tant. Il y avait pris froid et s'en plaignit à son retour à Paris, mais la force de son tempérament permettait d'espérer que cette indisposition serait passagère. Il n'en fut rien, une fatale crise d'urémie est survenue. Et donc il est inhumé au Père-Lachaise, cérémonie d'obsèques, pas de discours, etc. Et il laisse une fortune assez colossale, hein, son magasin, son hôtel rue Chardin, plusieurs résidences, des dépôts, des imprimeries, une imprimerie de rapports, plusieurs immeubles acquis au nom de sa femme, boulevard Ronano et rue de la Tour, et puis à Paris, la Villa Corot, etc., etc., sans compter ses propriétés dans la Manche. Alors son souvenir est rappelé ça et là, hein. Il y a un mail Alphonse Le Maire à Ville d'Avray. Donc ce fameux testament qui détaille assez considérablement les biens de Le Maire dans la Manche. Alors, à noter que si sont détaillées ses volontés concernant le devenir de ses propriétés de Canizy, dont Montmirail, d'Angy, Manoir de Dé, ferme de Gruchy, ferme de Cantilly à Cerisy, etc., le moulin des Rondelles, tout ça va à ses petits-enfants. Il est vraisemblable que l'entreprise et ses propriétés parisiennes sont allées à ses enfants Désiré et Jeanne, ainsi que Méternville, Gratteau et sa villa de Coutainville. Mais quel a été le devenir de ces établissements? À vrai dire, on ne le sait pas. La chute va intervenir relativement vite parce que les héritiers ne sont pas à la hauteur et sont loin d'avoir l'envergure du grand-père. Ils vont vivre plus ou moins sur le stock, ça va péricliter, ils vont se contenter de réimprimer, le plus souvent sur du mauvais papier, et c'est vrai que les bibliophiles savent qu'il ne faut pas acheter du Le Maire, le Maire dernière mouture, ça ne tient pas, et voilà. Bon, c'est une sorte. Alors, la boutique va fermer en 1963, elle est restée fermée pendant 1 an, et elle va être vendue à partir de 1965. C'est une sorte de sabordage, puisque les héritiers se retirent sans céder le fonds. Les stocks du magasin Choiseul et les 5 étages de l'imprimerie sont carrément mis au pilon. C'était la plus ancienne librairie de Paris en activité. Alors pourquoi cette détermination des enfants, des petits-fils? J'avoue qu'on reste un peu muet devant ça. Et
L'homme, alors effectivement, comment caractériser le maire? Alors les témoignages, on l'a vu, sont contrastés. Caractère entier, bon vivant, charisme certainement, sensibilité littéraire sans quoi il n'aurait pas pu faire illusion. Même Zola lui concède un flair littéraire. Mais certainement un self-made man, doué intelligence pratique, un sens commercial, un brasseur d'affaires pragmatique, un commerçant qui sait saisir l'air du temps, et puis un sage aussi, qui peut-être a placé dans la pierre et dans la terre. Sa réussite, il l'affichait sans vergogne, n'a pas dû manquer de faire des envieux. Alors un Janus, hein, d'un côté, il y a l'art, l'écriture, la pureté, le désintéressement. De l'autre côté, le métier d'éditeur et sa logique marchande. Bon, alors est-ce que c'était un infâme profiteur de naïf idéaliste en désir d'être publié? N'oublions pas que face à l'inflation du nombre d'auteurs, être édité par le maire constituait une sorte de label de qualité et assurait aux auteurs l'attention des amateurs de ce genre de littérature. Bon, il y a une certaine réciprocité, même si le partage des profits est évidemment largement inéquitable. Alors, est-ce que c'est un éditeur pire que les autres? On sait que beaucoup, dont Charpentier, avaient recours à l'édition à compte d'auteur. Voilà, bon, cœur chaud, etc. Donc on voit Zola, hein, ce serait en vérité une figure bien intéressante à peindre que celle de Monsieur le maire. Je ne l'ai rencontré que 2 ou 3 fois dans ma vie. À chaque rencontre, il m'a paru plus violent qu'instruit, plus content de lui-même que bien élevé. C'est que le maire ne doutait pas de lui-même, était bruyant, envahissant, débordant à ses heures, d'une rude bonhomie pour ceux qui allaient lui apporter la fortune. Et ainsi s'exprime Zola. Voilà. Juste pour terminer, un dernier épisode qui remonte beaucoup plus tôt, parce que c'est en 1871, c'est juste après la Commune. La presse parisienne a repris ce qui était certainement un entrefilet, qui était uniquement paru dans les colonnes de journaux locaux, que je n'ai pas réussi à retrouver. Et alors, incident pittoresque, vers l'ouverture de la chasse. En bourgeois parisien accompli, le maire essaie son nouveau fusil chez lui sur une poule innocente qui picorait dans un coin de la cour et il la foudroie. La maréchaussée n'était pas loin. Et le chef Marot, assisté du gendarme Finot, et j'ai eu la curiosité d'aller voir aux archives, il y avait bien un chef Marot et un gendarme Finot à la gendarmerie de Canizy. Il dresse procès verbal à le maire pour délit de chasse, et même son petit chien est qualifié de meute. Alors, on imagine que le maire proteste violemment. Les gendarmes disent, s'il y avait 6 hommes comme ça dans le pays, ce serait pique la Commune de Paris. Alors, le traumatisme est encore fréquent. Hein. On est en septembre 71, on a des souvenirs. Procès s'ensuit à Saint-Lô. Le maire est acquitté, y compris du chef de tentative pour changer la forme du gouvernement à Canizy. On imagine que c'est monté très haut. Hein, quand même. Et donc, pour se venger du zèle des gendarmes, l'éditeur va faire paraître une diatribe dans la presse locale. Alors, une diatribe qui a été écrite par son ami et qui publie chez lui un dénommé Glatigny, qui avait également beaucoup de problèmes avec la gendarmerie. Et donc, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette complainte dite les gendarmes de Canizy. Et le maire va donc se venger par l'intermédiaire d'Albert Glatigny. Et il publie, il cite les gendarmes Marot et Finot, et il va la diffuser à Canizy. Alors voici les paroles, je ne sais pas si vous pouvez les lire, en tout cas ça se chante sur l'air de « En vérité je vous le dis » ou « Il faut avoir du poil au nez », ça donne à peu près la tonalité. Les paroles sont très allusives, assez peu compréhensibles, faute de connaître le contexte qui en fut à l'origine. Alors ça ne manque pas de connotations sans doute un peu grivoises. Cette aventure prouve au moins que quelques années après sa montée à Paris, il avait conservé des liens très étroits avec Canizy et que le bourgeois qu'il était, déjà, avait conservé des habitudes de la ruralité et certainement un certain esprit frondeur, rétif à l'autorité. Je vous remercie, on en reste là. Avez-vous des questions ? Non, pas de questions. Si j'en ai une petite à poser. Monsieur Doran-Laure, oui, quand Arthur Rimbaud a mis les pieds dans le plat
parmi les Parnassiens en récitant le bateau ivre. Est-ce que par la suite, il a pu être édité par... Oui, alors Rimbaud, alors, je n'ai pas réussi à retrouver, en relisant les biographies de Rimbaud, mais j'ai lu quelque part que Rimbaud était passé par le passage Choiseul. Rimbaud était un affreux jojo, il faut le dire. Il avait un comportement qui heurtait, évidemment, qui heurtait les bonnes mœurs. Et il semblerait qu'effectivement, les Parnassiens aient eu connaissance du bateau ivre, mais il semblerait que oui. Non, visiblement, ce n'était pas leur tasse de thé. Mais Rimbaud serait passé au passage Choiseul. Mais il semblerait qu'il n'ait pas laissé de traces, et c'est vrai que son biographe, enfin, ce que j'ai lu en tout cas, ne le mentionne absolument pas. Mais bon, on peut penser que, oui, Rimbaud, Verlaine, la Commune, puisqu'ils étaient tous les deux assez pro-communards, on pense qu'ils n'étaient pas très suivis par leurs camarades, qui étaient quand même tous des gens de bonne famille et plutôt de bons bourgeois quand même. Ouais. Jocelyne, si tu veux. Oui, que sait-on des relations des enfants entre eux? Parce que une succession comme ça, qui disparaît, ça pose quand même des problèmes pour des successions, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des nouvelles là-dessus? Il est certain que les enfants n'avaient pas de très bonne presse sur Canizy et sur la région. Ils se comportaient de manière assez... Alors, on a un témoignage que je n'ai pas cité de quelqu'un qui va les voir. On est dans les années 60 et ils sont là tous les deux dans leur boutique, visiblement chacun dans leur fauteuil. La personne qui va les voir faisait des recherches sur les caractères d'édition d'un dénommé Louis Perrin, lyonnais, dont le maire avait racheté les caractères et qu'il n'a après ça pas exploité. Et il écoute patiemment ce monsieur qui vient les voir, et ce monsieur leur propose de leur laisser ce qu'il avait trouvé sur le maire et tout cela. Et l'un des deux répond, posez cela ici, ça aura rejoint la poubelle avant ce soir. Ça donne à peu près la mentalité des personnages. Il semblerait qu'ils étaient beaucoup plus intéressés par l'aviation, par les courses d'aviation, parce qu'il y a eu des compétitions d'aviation, une espèce de tour d'Europe, etc. Et les Le Maire sont parfois classés. Ils étaient plus intéressés par ça que par la librairie, visiblement. Alors, cela dit, ils avaient été tous les deux décorés à la guerre 14, ils avaient fait partie de l'aviation, effectivement, ceci expliquant cela. Ils avaient été décorés, et ils ont... Ouais. Mais bon.